Donc aussi sur les sujets de la transition carbone. Donc on intervient dans la France entière et on accompagne des établissements aussi bien, industriels que tertiaires sur tous ces sujets et on adapte à chaque fois notre discours, nos présentations et nos outils aux structures qu'on accompagne. On a une volonté de pas faire de la standardisation pour toujours essayer d'être, le plus adapté possible. Donc on est une petite équipe d'une grosse dizaine d'experts. On intervient sur tous les sujets de la transition énergétique. On a refait notre site web récemment, donc si vous voulez plus d'informations sur nos types d'accompagnement et les missions qu'on propose, on vous invite, à aller regarder. Du coup, l'objectif de ce webinaire donc, est décliné en 2 objectifs, pédagogiques principaux. Donc tout d'abord, comprendre les besoins de la transition profonde de ce secteur, donc pourquoi l'hôtellerie et la restauration doivent changer. C'est pas uniquement l'hôtellerie et la restauration, bien sûr, il y a plein d'autres secteurs qui doivent, changer. Mais pourquoi eux en particulièrement et pourquoi ce webinaire? Et quels sont les outils pour, enclencher et accélérer, votre transformation? Donc pour ça, il y a un plan en 5 points. Donc un premier point sur, l'état des lieux, des secteurs de la restauration et de l'hôtellerie. Donc l'idée, c'est d'avoir quelques chiffres un peu, significatifs pour que vous puissiez voir, où en sont ces secteurs aujourd'hui et pourquoi il faut agir et quels sont les impacts environnementaux. Donc quand on parle d'environnement, il peut y avoir plein de choses derrière et c'est parfois un peu flou de mieux comprendre, ce qui s'y cache. Les engagements nécessaires, donc c'est, pourquoi s'engager? La méthodologie, donc plutôt comment le faire. Donc là, l'idée, c'est de vous donner quelques outils et de vous montrer un peu comment parvenir à identifier les actions les plus pertinentes à mettre en place, parce que vous vous rendez bien compte que quand on parle, d'environnement et d'écologie, on parle de plein de sujets différents et vous êtes jamais assez nombreux et n'avez jamais les ressources nécessaires pour tout mener de front. Donc au bout d'un moment, il va falloir choisir et prioriser. Comment valoriser aussi les efforts que vous réalisez et les démarches de l'établissement et enfin des exemples de stratégies avec des détails, d'actions menées. Donc la première partie, état des lieux, c'est pour, présenter un peu quelques chiffres, sur les filières. Donc la partie restauration, on a, 160 000 entreprises, donc 93 de TPE. Les TPE, c'est des entreprises de moins de 10 salariés qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On peut aussi ajouter, des campings, des auberges, beaucoup d'Airbnb aussi qui ne sont pas comprises dans la partie, hôtellerie. Hôtellerie, on est à plutôt 18 000, établissements. On a 215 millions de nuitées et 187 000 ETP contre 440 000 pour la restauration. Donc on est quand même sur des secteurs qui voient passer beaucoup, beaucoup de personnes, même, à destination internationale, car la France est le premier pays en termes de destination touristique, dans le monde. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux à cibler un peu ces secteurs pour pouvoir agir, notamment sur les clients qui y passent et qui y séjournent. Suite à la crise sanitaire, il y a 95 des professionnels de ce secteur qui disent avoir été durement touchés, mais il y a au moins la moitié qui estiment que la situation post-crise présentera des opportunités. Donc les situations notamment environnementales et écologiques représentent des opportunités pour sensibiliser davantage la clientèle et des personnes qui se posaient pas forcément ces questions avant, mais qui maintenant se rendent compte qu'on va être vulnérable sur certaines ressources et qu'il va falloir agir pour, par exemple, faire des économies d'énergie, moins dépendre du pétrole ou ce genre de choses. En termes de chiffres donc et d'émissions d'impacts environnementaux, vous n'êtes pas sans savoir que les activités humaines dégagent des gaz à effet de serre. Donc c'est des gaz qui ont un pouvoir important sur, le réchauffement climatique. Donc on compte, le CO2, le CH4. Donc le CH4, c'est du méthane, par exemple, donc issu de l'agriculture. Donc il y a pas uniquement que le CO2, il y a plein d'autres gaz à effet de serre. Même la vapeur d'eau d'ailleurs a des effets sur, l'effet de serre et donc le réchauffement climatique. Et tous ces gaz à effet de serre, participent au dérèglement climatique, par ce phénomène justement d'effet de serre qui va, augmenter la température moyenne de la surface terrestre. Donc il y a un groupe, d'experts intergouvernementaux, donc le GIEC, si vous en avez entendu parler récemment. Ils ont publié notamment des rapports qui montrent un peu que l'homme est responsable de ce dérèglement climatique et qui donnent aussi des éléments pour agir. Donc, à la fois au niveau des politiques, des entreprises, mais aussi des niveaux plutôt individuels. Donc, des éléments pour agir de manière assez concrète. Donc, la partie gaz à effet de serre, hein, c'est uniquement le changement climatique. On verra après qu'il y a plein d'autres impacts environnementaux sur lesquels vous pouvez agir. Donc les gaz à effet de serre, ils se mesurent souvent avec des bilans carbone, donc c'est aussi quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment. Si on fait maintenant un petit zoom sur la partie, restauration, ici on peut voir un bilan carbone qui a été réalisé pour un restaurant donc, en 2009. Donc ce qui est intéressant de constater, c'est que la partie émissions, liée au fonctionnement du restaurant lui-même, elle est que de 20. On a que la partie, énergie, déchets et biens immobilisés qui représentent vraiment les émissions, du restaurant.
Ensuite, on a 32% des émissions qui sont dues au flux de biens et de personnes. Donc ça, l'établissement, le restaurant ne pourra pas directement, lui, agir et limiter ces émissions, car elles sont indirectes liées aux personnes qui vont fréquenter l'établissement. Ensuite, on a la fabrication des produits entrants, donc à la fois non alimentaires, mais surtout alimentaires, 43%, donc qui sont liés aux produits qui sont achetés, à la manière dont ils sont fabriqués en amont du restaurant. Donc ça, l'établissement n'aura pas la main sur la manière dont est fait le produit, mais il pourra par contre choisir quel produit il va utiliser dans ses recettes et comment il s'approvisionne. Maintenant, d'un point de vue hôtellerie et même tourisme d'une manière générale, il y a un rapport de l'ADEME qui est paru l'année dernière, donc qui montre que la partie émissions de gaz à effet de serre, donc on parle toujours en termes de kilos de CO2 équivalent, c'est pourquoi on voit souvent un petit E derrière ou parfois un petit EC, c'est parce que toutes les références sont passées en CO2, donc même si on a vu que le CO2 c'est pas le seul gaz à effet de serre, c'est quand même une composante majeure des gaz à effet de serre à hauteur de à peu près 75%. Donc c'est clairement pour la partie tourisme, les déplacements qui représentent, la plus grosse part, des émissions. Donc on a à peu près 90 millions de touristes en France qui génèrent, 11 des émissions, nationales. Donc ça représente 118 millions de tonnes de CO2 équivalent. Donc le tourisme, 11 des émissions nationales. Pour vous donner un ordre de comparaison, c'est à peu près 7 du PIB. Donc un peu plus des émissions par rapport à la part du PIB. Si on décompose un peu maintenant le bilan carbone de l'hôtellerie et du tourisme, on a ensuite en deuxième poste l'événementiel d'affaires, pour la partie du coup plutôt déplacement en motif professionnel. Et ensuite on a la partie hébergement, donc là c'est purement la nuitée et son impact. Donc on parle de gaz à effet de serre, mais il y a aussi plein d'autres impacts environnementaux. Donc aujourd'hui, on est un peu dans un espèce de tunnel carbone. On a l'impression que la solution, c'est de faire un bilan carbone et d'avoir une stratégie carbone. On va voir que c'est pas forcément le cas et qu'il y a plein d'autres sujets qui peuvent être menés par ces établissements. Plein d'autres impacts environnementaux. On a par exemple l'écotoxicité, c'est la toxicité d'une substance sur un milieu vivant. Eutrophisation, ça va être l'accumulation des nutriments dans un milieu ou un habitat, donc les nutriments qui sont souvent l'azote et le phosphore, qui vont dégrader ces espaces. Donc, par exemple, on peut voir dans certains lacs ou rivières, vous avez sûrement déjà dû le voir de balade ou de randonnée, des micro-algues vertes qui vont se développer et qui vont du coup totalement asphyxier ces milieux naturels. Donc ça, c'est d'autres impacts environnementaux qui ne se mesurent pas du tout en termes d'émissions carbone, mais qui se mesurent avec plein d'autres unités qui leur sont propres. Il y a même des limites planétaires qui ont été définies. Donc il y a à peu près 9 limites planétaires qui ont été définies au total. Donc là, je ne vais pas toutes vous les passer et vous les expliquer, mais chacune a une limite de durabilité. Donc c'est ce qu'on peut voir avec le petit cercle en pointillé. Je vous invite à vous renseigner. Il y a beaucoup de documentation sur Internet qui permettent de mieux comprendre les enjeux de ces limites planétaires. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que la partie changement climatique et gaz à effet de serre, c'est uniquement un des 9 volets. Donc c'est vraiment ce volet de climate change. On est à 412 ppm, donc ppm c'est une concentration en particules par million, pour une limite autorisée de 350. Donc on a dépassé les émissions qu'on serait autorisé à émettre sur la planète Terre pour cette limite planétaire. Donc on a d'autres sujets sur lesquels on a encore un peu une marge de manœuvre. Par exemple, si je prends freshwater use, c'est la consommation d'eau douce. Donc là, on a encore une partie une marge de manœuvre. C'est pas pour autant qu'on peut consommer de l'eau sans faire attention, mais c'est une limite qui n'est pas encore dépassée par rapport aux capacités de renouvellement de la Terre. L'acidification des océans, par exemple, on l'a presque dépassée et dans certaines régions du monde, on l'a dépassée. Donc chaque limite planétaire se mesure dans une unité qui lui est propre. Le Land System Change, c'est par exemple le taux de déforestation. Donc aujourd'hui, on a plus déforesté que la partie espace naturel. Donc le changement d'usage des sols, donc la part de forêt originelle n'est plus assez importante, donc on estime qu'on a dépassé cette limite planétaire. Donc c'est une manière un peu de comprendre qu'il y a plein d'autres impacts environnementaux et que quand vraiment on veut développer sa transition énergétique et écologique, il ne faut pas uniquement se concentrer sur les émissions carbone, mais aussi prendre en compte tous les autres aspects. Donc pourquoi ce sont des engagements qui sont nécessaires et comment vous pouvez agir de manière maintenant plus globale dans ces établissements. Donc en tant qu'hôtel et restaurant, vous pouvez avoir différents motifs et objectifs derrière votre transition. Donc pourquoi vous voulez déclencher cette transition? Parfois c'est purement pour réaliser des économies, tout simplement dans une logique d'optimiser les coûts, d'être plus rentable, de proposer un service plus abordable aux clients, ou alors dans une logique environnementale, donc de vraiment vouloir s'engager, quitte à mettre en place des actions qui ne vont pas forcément rapporter de l'argent, mais qui vont améliorer l'image de l'établissement.
ou alors de sensibiliser les clients, donc en organisant des activités, en mettant en place de la sensibilisation, en devenant inspirant, en développant son ancrage local. Donc ça peut être un des objectifs de l'établissement, ou en voulant tout simplement se démarquer par rapport aux concurrents pour attirer plus de visiteurs. Sur la partie économie, il y a plusieurs volets. C'est des exemples d'objectifs que vous pouvez souhaiter derrière ce motif. Donc, faire des économies sur le budget énergie, c'est quelque chose sur lequel il est assez facile d'agir si vous n'avez jamais vraiment travaillé dessus. On peut faire 20 à 30 d'économies en optimisant les technologies de production et les moyens de consommation. Agir sur le gaspillage alimentaire, mais aussi sur les achats et la logistique. Sur la partie environnementale, on peut agir pour la préservation de la biodiversité, investir par exemple dans le financement de ruches, ou alors dans la préservation de la faune et de la flore sauvage locale, recycler davantage les produits, réduire les polluants. Sur la partie sensibilisation, éduquer la clientèle, former les salariés et valoriser les actions de l'établissement, que ce soit à la fois sur les réseaux sociaux ou dans la presse locale. Sur l'ancrage au territoire, donc développer les partenariats locaux, les approvisionnements, mais aussi avoir un recrutement plus équitable envers les différentes personnes localement. Et se démarquer par rapport à la concurrence, donc en partageant son expérience ou en proposant un nouveau modèle. Donc on parle et on entend parler parfois du rôle d'exemplarité des établissements de l'hôtellerie et de la restauration. Donc pourquoi ce rôle d'exemplarité? C'est parce que il y a des dizaines de millions de personnes qui fréquentent ces établissements chaque année. Donc c'est vraiment des établissements qui peuvent faire transparaître un besoin de changement de la société et des modes de comportement. Donc prenons un petit exemple. Imaginons que vous avez une situation où vous avez un client ou un groupe de clients lambda qui veulent aller au restaurant ou à l'hôtel tout simplement, qui arrivent dans un établissement, si cet établissement se contente uniquement de faire son service d'hôtellerie et de restauration, le client va en ressortir de manière satisfaite ou non satisfaite selon le service qui lui a été proposé, mais il n'aura pas appris quelque chose en plus. Alors que si l'établissement essaye un peu de partager ses engagements, de sensibiliser sa clientèle, de donner des exemples et des éléments sur comment agir à la fois dans son quotidien, dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle, et valorise aussi les pratiques responsables, le client en ressortant de l'établissement, il va aussi lui avoir des idées de choses à mettre en place chez lui il va se rendre compte qu'il a aussi des économies à faire et des gains à faire pour préserver la planète, pour préserver souvent l'avenir de ses enfants, et surtout en donnant un peu des faits, des chiffres, mais aussi en faisant parler un peu les émotions, on arrive à faire changer les comportements et à faire prendre conscience à la clientèle qui a un réel besoin d'agir. Donc l'objectif, c'est pas du tout de faire culpabiliser sur la Terre va se détruire, demain on n'existera plus, n'ayez pas d'enfants, mais plutôt de donner des solutions et des éléments de réponse aux clients pour montrer que l'établissement s'engage, mais qu'il y a un réel besoin de s'engager derrière, d'une manière plus globale, sans culpabiliser et dramatiser, mais plutôt en partageant les connaissances et pour développer une prise de conscience. Donc, il ne faut pas évoquer l'environnement comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité de consommer plus responsable et d'être plus proche de ces écosystèmes locaux. Pour engager sa transition énergétique et écologique, c'est pas toujours quelque chose qui est réalisable de manière visible. On ne peut pas toujours voir l'impact de ses actions et on ne peut pas toujours le calculer. Par exemple, lorsqu'on va essayer de travailler sur la thématique énergétique, qu'on soit un hôtel ou un restaurant, on peut réaliser des économies sur la facture et baisser les émissions de gaz à effet de serre associées. Donc, par exemple, si on consomme moins de kilowattheures en changeant le système de chauffage, imaginons qu'avant on était sur des systèmes de vieux grille-pain et que maintenant on est passé sur des radiateurs de dernière génération à inertie thermique. On va consommer moins de kilowattheures et avoir des meilleurs rendements. Donc on va aussi économiser du CO2 parce que chaque kilowattheure a une empreinte en termes de CO2 équivalent, qu'il a été produit d'une manière ou d'une autre. Cette empreinte, elle varie selon le pays et le taux de CO2 par kilowattheure. Mais le client, il ne va pas du tout voir que l'établissement a fait ses efforts, ou il va le voir, mais ça ne va pas affecter le service qu'il perçoit. Donc lui, il ne vient pas pour regarder les radiateurs de l'établissement. Il vient uniquement pour manger ou pour se restaurer, et c'est pour ça que cet engagement il ne sera pas forcément visible par le client. À l'inverse, on peut avoir d'autres actions qui sont mises en place, par exemple le système de tri des déchets. Donc l'établissement décide d'être exemplaire, de trier tous ses déchets, de mettre de la signalétique partout, de l'indiquer aux consommateurs avec
une poubelle par typologie de déchets et une affiche qui lui est propre en expliquant un peu ce que devient chaque déchet. Mais l'établissement va au final ne réaliser aucune économie, il va même perdre de l'argent s'il passe par des prestataires privés parce que souvent la majeure partie des hôtels et des restaurants passent par les communes ou les collectivités pour la collecte des déchets. Ils payent d'ailleurs une TEOM, donc c'est une taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et s'il décide de mettre en place de nouvelles filières, il devra passer par des organismes indépendants, par exemple pour la collecte des biodéchets ou la collecte des déchets dangereux ou ce genre de choses. Du coup, il paiera en plus et ne fera aucune économie. Mais cette action est visible par le client, mais a très peu d'impact en termes d'économie financière. À savoir qu'il y a un système de redevance spéciale, d'ailleurs vous en avez peut-être déjà entendu parler, ce qui se met en place lentement sur certains territoires et qui a pour but de facturer vraiment au juste poids ou à la juste quantité de déchets qui est collecté. Donc là, si le client réussit vraiment à réduire ses déchets, plus particulièrement ses ordures ménagères, il serait moins taxé et du coup paierait ses déchets au juste poids réalisé. Donc là, ça vaudrait plus le coup d'avoir des filières alternatives de tri des déchets. Heu, En termes d'achat, un 3e exemple, c'est que si l'établissement approvisionne tous ses produits alimentaires dans un rayon de 150 kilomètres, donc sur un rayon de 150 kilomètres, c'est à peu près à l'échelle pour laquelle on estime que les approvisionnements peuvent être considérés comme locaux. Et s'il adapte tous les menus aux saisons, il peut par exemple perdre des clients car il devient plus cher, donc il a des produits qui sont achetés en plus petite quantité et des nouvelles filières qui se mettent en place, mais plein de filières différentes. Donc le coût du repas devient plus cher, communique peu sur la démarche, donc il peut perdre des clients. Donc là, c'est une action qui se veut vertueuse, mais qui au final n'a pas l'effet escompté car il n'a pas communiqué et mis en avant ses engagements et ce pourquoi il l'a fait. Donc il y a un vrai enjeu sur la communication et la sensibilisation de la clientèle si on veut les maintenir dans la démarche et aussi leur faire comprendre le pourquoi du comment on a mis en place telle ou telle action. Donc chaque action n'est pas mesurable de la même manière. Il y en a certaines qu'on va mesurer en termes de CO2 évité, il y en a certaines qu'on va mesurer en kilos de déchets évités, il y en a d'autres qu'on peut mesurer en nombre de personnes impliquées sur une démarche ou en nombre de clients formés, nombre d'ateliers organisés. Donc voilà, et chaque action doit avoir son indicateur qui lui est propre et on ne pourra pas dupliquer un indicateur ou mesurer un impact de la même manière pour plein d'actions différentes. Ça, c'est bien important de l'avoir en tête parce que ça sera très important dans l'étape de priorisation parce que du coup, ça rend forcément la priorisation des actions entre elles beaucoup plus difficile que si on avait le même indicateur pour toutes les actions. Donc maintenant, on va parler un peu de la méthodologie et de la manière dont vous pouvez, piloter et aborder votre transition. Donc, souvent, on recommande quand même de commencer par un diagnostic d'entrée, bien qu'il n'y ait pas de standard à appliquer. Donc 2 établissements, même si c'est 2 restaurants qui proposent le même service à peu près au même endroit, ils n'auront pas la même méthodologie parce qu'ils n'auront jamais le même niveau de maturité. Ils n'auront jamais exactement les mêmes contraintes et les mêmes opportunités. Du coup, les diagnostics seront d'ores et déjà différents. Peut-être qu'un établissement aura commencé à mettre en place une démarche ou réfléchir sur certains sujets et que l'autre non. Donc, ce ne sera pas les mêmes thématiques qui seront abordées et on n'orientera pas non plus vers les mêmes actions. Donc en général, les thématiques qui sont abordées lors de ce diagnostic, ça peut être des thématiques sur l'énergie, le management des salariés, la création d'opportunités aussi pour mettre en place des actions auprès des salariés, la formation, la gestion des déchets et le tri qui en est fait, les relations au territoire, les relations avec la clientèle, les achats alimentaires, les autres achats, donc par exemple les équipements de cuisine, la manière dont s'approvisionner, est-ce qu'ils ont des labels, les achats aussi par exemple de produits ménagers, est-ce qu'ils sont écolabellisés, la mobilité, est-ce que les mobilités douces sont mises en avant et la gestion de l'eau. Donc ça c'est un exemple, bien sûr, c'est pas forcément exhaustif et il peut y avoir certaines catégories qui ne concernent pas, un établissement. Par exemple, si vous êtes dans un immeuble qui a une gestion des déchets, qui est réalisée de manière globale par l'immeuble, c'est plus compliqué aussi d'agir sur cette thématique. Ce diagnostic, il n'est pas toujours réalisé de la même manière. Il peut être réalisé soit en interne par quelqu'un qui a les compétences, qui est volontaire et même qui est prêt à se former, soit par une structure partenaire. Donc ça peut être des diagnostics croisés qui sont réalisés entre plusieurs restaurants d'un même groupe. Ça peut être dans le cadre d'une opération, donc une opération financée par l'ADEME par exemple, ou alors par un prestataire extérieur, donc d'un bureau d'études ou autre. Il n'y a pas forcément de règles, absolues à respecter, juste, le plus possible essayer d'être exhaustif et de creuser, chaque thématique lorsqu'on va, rentrer dans le sujet du diagnostic. Donc il ne faut pas forcément se cantonner à une grille d'évaluation parce que chaque, structure va avoir des enjeux qui lui sont propres, donc ne pas hésiter aussi à sortir de la grille et à poser des questions pour essayer de comprendre, pourquoi l'établissement fonctionne comme ça aujourd'hui et quels seraient les freins à fonctionner de telle ou telle manière.
C'est vraiment important de poser le plus de questions possible. Il n'y a aucune question qui est considérée comme stupide et on est obligé de partir d'un état des lieux pour faire des recommandations. Donc ce diagnostic est quand même une étape de passage, très importante. Et aussi la transparence, donc c'est important d'être honnête. De toute façon, il n'y a aucun jugement qui est apporté dans la transition, énergétique et écologique. On part tous d'un niveau différent, d'une manière individuelle ou d'une manière plus professionnelle. 2 entreprises n'auront pas le même niveau de maturité, donc ne pourront pas avancer à la même vitesse. C'est comme si vous, depuis 20 ans, vous achetez tout en vrac, vous vous déplacez en vélo, vous prenez jamais l'avion, vous faites des économies d'énergie, vous coupez tout dès que vous partez et votre voisin ne fait rien de tout ça, il n'est même pas au courant de ce qu'il peut faire, il n'est même pas au courant de quels sont ses impacts, ben, on ne va pas vous recommander la même chose à lui et à vous. Pour autant, les 2, vous pourrez encore agir et faire encore plus d'efforts pour, gagner en sobriété. Une fois qu'on aura fait ce diagnostic, il y aura tout un enjeu sur, la priorisation, essayer de choisir, bah, les actions qu'on va vouloir, mettre en place, dans l'établissement. Donc on va devoir se poser pas mal de questions. Donc déjà en premier, bah, quelles actions on retient? Donc qui est motivé pour les faire? Quels impacts elles ont? Donc c'est comme ça qu'on va réussir à choisir les actions qu'on retient. Ensuite, pour chaque action, on va devoir choisir comment on les priorise. Donc ça, c'est pour que ça marche le mieux, c'est bien de faire selon l'engouement aussi des salariés, selon qui va mener en place telle ou telle action. C'est bien aussi que ce ne soit pas uniquement la direction qui prenne, en charge la mise en place de toutes les actions, car il y en a souvent beaucoup et parfois beaucoup d'actions qui peuvent être transversales et qui peuvent même aussi remotiver, les salariés, qui pourraient, perdre en motivation ou avoir l'impression de tomber dans la routine. Identifier un peu des échéances de quand est-ce qu'on va réaliser ces actions, qui les réalise et avec quels outils, mettre à disposition des outils ou sonder un peu d'autres établissements à droite à gauche pour savoir qu'est-ce qui serait la meilleure solution. Comment on peut le financer aussi, essayer d'identifier des opportunités, avec les aides financières du moment pour financer des actions et avoir un temps de retour sur investissement plus rapide, notamment lorsqu'on a des gros investissements. Par exemple, si vous voulez installer des panneaux solaires photovoltaïques et consommer votre propre électricité, c'est souvent des temps de retour sur investissement de 10 à 25 ans. Donc, ça vaut le coup d'être un peu au courant des dispositifs, qui existent. Parfois, il y a aussi beaucoup de dispositifs locaux, sur lesquels il n'y a pas forcément beaucoup de communication, donc ça vaut le coup de sonder un peu les localités pour voir, sur quoi vous pouvez vous baser pour mettre en place vos actions. Comment vous vérifiez, bah, l'efficacité de vos actions? Donc ça, il faut un indicateur pour la mesurer. Ça peut être soit un objectif chiffré, ça peut être soit un retour des clients, ça peut être, sinon des thématiques qui sont abordées ou alors, une sensibilisation, en particulier qui va être faite sur l'action, après avoir mené le sujet. Et enfin, comment on communique, donc comment on valorise, l'action, puis comment on capitalise, les données. Pour la capitalisation, il y a plusieurs moyens de faire, donc la partie, plan d'action, donc ça va être, la partie qui permet de recenser un peu toutes les actions et de les prioriser entre elles. La stratégie RSE, donc c'est une stratégie plus globale qui va regrouper tous les sujets, notamment les démarches sur la transition, sociétale, la politique environnementale ou la feuille de route. En fait, au final, peu importe le support que vous choisissez, il faut juste que ce soit un support qui soit pratique pour vous, qui vous permette de capitaliser tous les sujets que vous menez pour avoir aussi après un historique et suivre votre évolution d'une année à l'autre et avoir une valorisation de toutes les actions qui sont terminées pour pouvoir ensuite communiquer et les valoriser. Donc peu importe le support que vous choisissez, c'est important d'avoir un endroit où vous capitalisez, les actions qui sont mises en place. Mais une grosse stratégie RSE avec, des outils, surdimensionnés ne serait pas forcément appropriée à un petit établissement qui a 5 ou 6 personnes, de restauration traditionnelle, par exemple. Lors de cette, transition, on va toujours essayer d'impliquer, toutes les parties prenantes. Si vous avez des questions, on se gardera un petit temps pour y répondre à la fin, vous pourrez les mettre sur le chat. Donc il y en avait déjà une, on prendra un petit temps pour répondre à toutes les questions à la fin. Donc pour impliquer toutes les parties prenantes, c'est très important d'avoir déjà une vision, c'est notamment ce qu'on essaie de faire lorsqu'on va proposer une stratégie RSE, c'est de voir, bah, quel est notre écosystème et qui sont les organes qui gravitent autour de nous. Donc c'est important de se poser ces questions-là en amont, du choix des actions pour voir aussi, bah, qui on va impacter à travers la mise en place de telle ou telle action. Donc déjà, il y a plusieurs organismes qui sont importants, donc les localités, ça peut être soit la ville, la communauté de communes, le département, la région, le pays, pour être au courant, bah, à la fois des aides du moment et aussi des retours d'expérience. Il y a de nombreuses vidéos et témoignages qui existent, qui vous permettent d'avoir de nouvelles idées auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé avant. Les collaborateurs, donc c'est, tous vos salariés pour essayer de les impliquer sur ces sujets et aussi de les former pour qu'eux-mêmes puissent sensibiliser, le client
qui viendrait chez vous et qui n'est pas du tout sensibilisé, ou même qui est un peu sensibilisé mais voudrait en savoir plus. Informer et sensibiliser les clients, donc à la fois par vous et par les collaborateurs et par votre communication. Solliciter les prestataires lors de différentes démarches d'accompagnement. Donc ça peut être des prestataires à la fois pour installer un nouveau système de CVC beaucoup plus économe, ou un prestataire pour mettre en place des compteurs télérelevés sur toutes vos consommations d'énergie et d'eau, pour pouvoir suivre de manière automatique les consommations, mettre en place des alertes si vous avez des surconsommations au moment où vous avez moins de fréquentation. Ça peut être des prestataires aussi qui vont vous conseiller dans votre communication, donc des agences de communication ou alors la presse. Il peut y avoir voilà, plein de prestataires extérieurs comme ça que vous pouvez solliciter ponctuellement. Des approvisionnements fournisseurs, donc plutôt pour la partie équipement et produits alimentaires. La presse, du coup, pour la communication. Les écoles pour former et recruter, pour avoir une image et se faire connaître auprès des milieux et des centres de formation. Et enfin, les établissements similaires, il ne faut pas non plus être dans une logique de garder tous les efforts et tous les outils qu'on aura développés et toutes nos actions pour nous, mais vous aurez toujours plus de retombées et plus d'avantages à partager vos efforts et à communiquer sur les actions et à les valoriser dans vos réseaux que que de fonctionner de manière individualiste. Donc quand on voit ça, on peut penser au fameux dicton qui est un peu la base de la RSE, même si de base c'est pas du tout un dicton sur la RSE. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, mais surtout ensemble on fait mieux. Donc en impliquant vos parties prenantes, vous arriverez à aller plus loin dans la mise en place des actions. Donc peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais vous aurez de meilleures retombées et vous serez toujours plus pertinent. Il y a beaucoup de dispositifs qui existent aujourd'hui pour vous faire accompagner sur ces sujets. Je vais vous en présenter une petite liste qui n'est pas exhaustive, mais qui vous permet déjà de prendre quelques notes si vous voulez prendre plus de renseignements sur un dispositif ou sur un autre. Donc il y a certains dispositifs de l'ADEME, donc le Fonds Tourisme Durable. Donc c'est en fait un diagnostic environnemental gratuit et qui propose aussi ensuite de financer certains investissements. Donc à savoir que ce diagnostic est réalisable uniquement pour des hébergeurs et restaurateurs en zone rurale. Donc il y a une liste de codes INSEE qui est fermée, qui est disponible directement sur la plateforme Fonds Tourisme Durable. Il y a l'aide aussi Tremplin, donc qui est une aide financière pour des investissements avec des dépôts de dossiers assez rapides. Donc il suffit de déposer des devis, un RIB et un tableau Excel complété en fonction des caractéristiques de la structure. Et ensuite, sous quelques semaines, vous recevrez une réponse de l'ADEME qui vous suivra ou non dans vos investissements. Mais là, le but de cette aide, c'est justement d'éviter les lourdeurs administratives et de faciliter la transition des TPE et des PME. Une autre action qui peut être pertinente et un dispositif qui est assez adapté notamment aux établissements hôteliers, c'est l'affichage environnemental. Donc c'est le calcul de l'impact d'une nuitée et d'un petit déjeuner qui délivre ensuite une notation de A à E à un établissement. Ça permet de voir comment vous vous situez dans votre transition et dans vos seuils de consommation par rapport à un référentiel donné. Est-ce qu'on va vous mettre la note de A, B, C, D ou E, et quelles sont les marges de progrès par rapport à l'échelle sur lesquelles vous vous situez. Donc il y a par exemple un indicateur qui représente la consommation d'eau par nuitée. Si cette consommation elle est jugée trop élevée, on va essayer de creuser un peu la thématique eau et de regarder comment on pourra faire augmenter votre note grâce au travail sur la notation de la thématique eau. Donc ensuite, il y a des dispositifs de BPI France. Donc il y a par exemple le diagnostic Ecoflux, donc c'est un diagnostic sur les énergies, l'eau, les déchets et les matières. Donc c'est un diagnostic qui est assez pertinent, notamment si vous n'avez jamais agi sur ces sujets. Ça permet d'avoir un regard extérieur et de savoir un peu quels sont vos plus gros leviers d'action. Mais c'est un diagnostic, sa petite faiblesse, c'est qu'il va chiffrer uniquement en termes de gains financiers les actions. Et par exemple, dès qu'on va essayer d'agir sur la thématique des déchets, on n'aura aucun gain financier. Donc c'est des actions qui ne seront pas forcément rentables, qui auront juste un gain en termes d'image, sauf pour les entreprises qui passent par des prestataires privés pour traiter leurs déchets. Le diagnostic décarbonation, c'est un diagnostic qui permet de calculer les émissions de gaz à effet de serre et de vous dresser ensuite un plan d'action pour les prochaines années. Vous avez aussi le prêt vert ADEME BPI France, donc c'est un prêt vert entre 10 000 et 1 million d'euros que vous pouvez solliciter pour des investissements sur la performance énergétique, la mobilité zéro carbone ou ce genre de choses. C'est souvent après avoir réalisé un diag Ecoflux ou d'autres dispositifs de BPI ou de l'ADEME. Ensuite, il y a le VTE vert, donc c'est une subvention qui a été d'ailleurs récemment passée de 8 000 à 12 000 euros pour l'embauche d'un jeune qui œuvre à la transition écologique et énergétique.
Ça peut être un jeune en alternant ou en sortie d'études. C'est jusqu'à 2 ans post-diplôme que vous pouvez embaucher un jeune sur ces sujets. Donc l'objectif, c'est aussi de centraliser un peu les savoirs et les talents pour éviter que tout le monde parte au bout du monde, mais qui se rendent compte potentiellement qu'à côté de chez soi, on a aussi des entreprises qui cherchent à changer et qui sont prêtes aussi à se remettre en question sur de nombreux leurs modes de fonctionnement. Hop. Ensuite, on a aussi les certificats d'économie d'énergie. Donc, c'est une aide financière qui est attribuée en échange de la réalisation de travaux d'économie d'énergie, euh, normalisés, financés par des obligés. Elle permet d'atteindre plus facilement les objectifs du décret tertiaire. Donc, le décret tertiaire, c'est un décret qui va imposer aux entreprises qui ont plus de 1000 m² de surface tertiaire. Donc, ça ne va pas être toutes les entreprises, mais uniquement les entreprises qui ont plus de 1000 m². Donc pour les hôtels et les restaurants, ça va être toute la surface, mais lorsqu'on prend un industriel, par exemple, on va retirer la surface de la partie production. Et ce décret tertiaire, il impose de réduire de 40% les consommations d'énergie par rapport à l'année de référence entre 2010 et 2020, de les réduire de 40% en 2030, et de 50% en 2040 et de 60% en 2050. Donc pour atteindre ces échéances, les certificats d'économie d'énergie permettent de vous donner des aides à l'investissement pour mettre en place, par exemple, de l'isolation ou alors de la programmation centralisée du chauffage ou plein d'autres types d'investissements dans ce genre. Il y a les fonds de formation aussi qui vous permettent de former vos collaborateurs aux enjeux climat-énergie. Il y a de plus en plus de formations qui se développent sur le sujet et vous permettent aussi de faire monter tout le monde en compétences sur ces thématiques. Mais aussi, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de dispositifs locaux qui émergent, que ce soit régionaux, départementaux ou au niveau de la commune. Il y a par exemple des dons de composteurs. Ça nous arrive régulièrement d'avoir des clients qui nous disent que la ville leur met à disposition, leur propose un composteur et aussi une mini formation gratuitement, donc ils n'ont rien à payer. Et ça leur permet de trier leurs biodéchets et de aussi sensibiliser la clientèle au tri des déchets et à la manière dont on peut aussi faire d'un déchet une matière première parce qu'on va s'en resservir ensuite comme engrais naturel. Donc ensuite, il y a différents moyens de valoriser un peu les efforts et les actions que vous faites dans votre transition. Donc vous allez pouvoir, après avoir choisi les actions, essayer d'identifier celles que vous mettez en avant et d'identifier surtout les outils à utiliser pour la communication et les supports de communication. Donc déjà, choisir vos actions, donc tout simplement, il faut que vous soyez c'est des actions les actions sur lesquelles vous souhaitez de communiquer. Il faut que ce soit des actions dont vous êtes fiers, donc vos plus belles réussites. Celles qui ont le plus fédéré, celles qui ont vu plusieurs acteurs intervenir, qui ont créé une réelle effervescence autour du projet, ou celles pour lesquelles vous avez eu des retours positifs. Vous pouvez aussi vous-même communiquer sur toutes vos actions en restant modeste et succinct sans faire des caisses et écrire des grands textes. De toute façon, personne ne le lira, mais uniquement quelques mots assez clés pour décrire un peu l'action que vous avez mise en place, comment vous l'avez fait et quelles sont les retombées que vous avez eues. Vous pouvez aussi partager vos accomplissements au fur et à mesure d'un projet, en partageant par exemple les différentes étapes des travaux. Donc de voir l'évolution, c'est aussi quelque chose qui crée beaucoup d'engouement et qui va donner envie aux clients, aux lecteurs de voir un peu l'évolution et de voir où va vous mener votre projet. En termes de réseau de partage, il faut adapter les réseaux aux retombées souhaitées. Si vous souhaitez toucher par exemple plutôt des jeunes, parce que vous avez une offre de restauration qui s'approche plutôt de cette tranche d'âge, il vaut mieux vous rapprocher d'écoles pour faire de la pub auprès d'elles, ou alors utiliser des réseaux sociaux assez prisés des jeunes. Et si vous voulez toucher un public plus local ou une tranche d'âge de 40-50 ans, plutôt adultes ou jeunes parents, là, vous allez plutôt utiliser, pourquoi pas la presse, ou alors pourquoi pas la publication dans certains transports en commun, ou alors le bouche à oreille auprès de réseaux que vous avez ciblés auparavant. Voilà, c'est bien aussi de réfléchir à quel réseau vous allez utiliser en fonction des retombées que vous souhaitez, et aussi d'analyser les retours que vous obtenez, aussi de demander tout simplement bah, comment vous vous êtes fait connaître, notamment auprès de nouveaux clients. Donc c'est bien pour adapter aussi votre communication et voir celle qui a le plus d'effet pour passer du temps là où c'est au final le plus pertinent et là où vous avez les meilleures retombées. Donc ne pas hésiter aussi lors de vos démarches de partage et de communication à partager votre méthodologie de travail, partager des outils, des supports, même les créer de manière collaborative et les enrichir avec d'autres établissements. Encore une fois, vous serez plus pertinent et même si vous avez des retours, qu'ils soient positifs ou négatifs,
Ça permettra que d'améliorer la démarche globale pour devenir après une référence de la transition et vous démarquer. Vous serez vu comme un établissement modèle qui partage ses connaissances et ses compétences, et on vous sollicitera après sur d'autres thématiques où vous aurez forcément des retombées positives. Donc maintenant, en termes de support de communication, donc il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, donc à la fois en termes de visuel, mais aussi en termes d'indications plus textuelles. Donc utiliser une image ou une photo qui soit simple et compréhensible, avec un texte court et explicite. Ça sert à rien, encore une fois, de faire de longs textes. Vous pouvez réutiliser l'univers ou le thème de l'établissement. Par exemple, si vous avez un thème autour des dessins animés, avoir des petits personnages qui réapparaissent tout au long des affiches et de la sensibilisation que vous voulez faire. Utiliser des jeux de mots et des blagues. Donc là, par exemple, éteignez la lumière, il y a soyez brillant. Donc c'est un petit jeu de mots sur l'éclairage. Il faut aussi que ce soit adapté à votre établissement. Forcément, si vous êtes plutôt sur des standings de luxe, c'est pas forcément des jeux de mots qui seront forcément appréciés de la clientèle, mais vous pouvez trouver autre chose. Vous pouvez rendre la communication ludique, créer un concours de l'affiche la plus belle, la plus drôle, soit entre les collaborateurs et les salariés, soit aussi l'ouvrir à la clientèle. Avoir un petit personnage qui revient sur toutes les affiches dans des situations différentes, glisser des énigmes dans les supports de sensibilisation tout au long de l'établissement, et d'avoir un peu des récompenses à la clé pour celui ou celle qui trouve les réponses. Vous pouvez travailler en partenariat avec des écoles, notamment des écoles de communication, de graphique et de design, qui sont souvent très friandes de ces projets, surtout lorsque ça touche à la transition énergétique et écologique. Vous trouverez beaucoup d'étudiants qui sont motivés pour vous accompagner sur ces sujets et qui proposent du contenu aussi qualitatif que des agences de communication dédiées. On a parlé un peu de comment communiquer, on va regarder aussi comment ne pas communiquer et quels sont les biais dans lesquels il faut essayer d'éviter de tomber. Il y a tout d'abord le biais d'omission, ça va être en fait révéler qu'une partie des données ou manquer de comparatif par rapport à une situation de référence ou être dans une temporalité floue. Par exemple, si vous dites j'ai réduit de 40% mes consommations d'énergie, bah, on ne sait pas trop par rapport à quelle année vous vous placez et de quelles énergies vous parlez. Par exemple, le périmètre énergétique, c'est censé couvrir aussi le carburant. Le carburant, c'est une énergie comme une autre, mais c'est souvent peu inclus dans les énergies de comparaison. Donc, il va manquer une année de calcul de référence. Euh, il va manquer aussi le périmètre qui est couvert par le mot énergie. Ensuite, on a le biais de distorsion. Donc, c'est un biais qui représente une déviation entre les faits et l'interprétation, avec une relation fondée aussi entre les causes et effets. Par exemple, si on dit je suis neutre en carbone, c'est-à-dire que le client va penser que la structure émet 0 gaz à effet de serre, alors qu'elle a juste payé des certificats de compensation. Donc là, il y a aussi un biais pour un public qui va être peu, voire pas formé, de communication. Et l'ADEME, d'ailleurs, conseille d'éviter plutôt l'argumentaire de neutralité carbone et de plutôt dire qu'on va payer pour compenser ces émissions carbone à hauteur de temps. Aussi, préciser le périmètre de calcul des émissions carbone, car il y a beaucoup d'entreprises, donc là ça concerne plutôt les grandes entreprises et les collectivités, mais qui sont soumises à une obligation de bilan carbone uniquement sur les scopes 1 et 2. Donc les scopes 1, 2, 3, c'est un peu le périmètre de calcul des émissions carbone, mais lorsqu'on calcule uniquement sur les scopes 1 et 2, on va être sur un périmètre beaucoup plus petit que lorsqu'on implique le scope 3. Donc c'est aussi des choses qui doivent être précisées lorsqu'on veut communiquer sur la neutralité carbone ou la réduction des émissions. Donc toujours essayer d'être exhaustif et donner un peu des éléments de calcul pour que le public puisse comprendre comment on communique sur tel ou tel chiffre. Le troisième biais, c'est le biais de généralisation, donc faire d'un cas spécifique une généralité absolue. Donc par exemple, si vous dites je trie mes déchets, on ne sait pas vraiment de quels déchets vous parlez, de quel genre de tri vous faites et que deviennent vos déchets. Il arrive que parfois une entreprise ou un établissement, un restaurant ou un hôtel trie ses déchets, mais qu'en aval, tout soit mis dans la même poubelle ou que tout finisse en incinération ou en enfouissement. C'est notamment le problème qu'on a vu émerger lors de la création des emballages compostables. En alternative en plastique, il y a beaucoup d'emballages compostables qui se sont développés, vous avez dû le voir, et il y a une grande majorité de ces emballages compostables qui ne sont réellement pas compostés, ou tout simplement qui doivent être compostables, mais dans des composteurs industriels et pas dans des composteurs de quartier. Du coup, ces emballages, ils sont au final incinérés ou enfouis, et donc tout l'intérêt de l'emballage compostable est au final réduit à néant.
Donc voilà, là, on doit préciser quel type de déchets on va trier, quelles sont les filières qui existent en aval, parce qu'on ne pourra jamais trier tous ces déchets. Il y a toujours des déchets qui n'auront pas les filières existantes à proximité ou pour lesquels vous n'aurez pas les éléments en main pour savoir comment les trier au mieux. Donc maintenant, on va passer à quelques exemples concrets un peu de situations de transition. Donc prenons un premier établissement, donc un hôtel-restaurant de province, donc avec une directrice, 8 salariés, 32 chambres, taux d'occupation moyen à 65% hors Covid. On va dire que c'est un établissement qui n'a jamais particulièrement réfléchi aux sujets environnementaux. Donc il est situé dans une commune de 9000 habitants, il y a 2 autres hôtels dans la ville et plusieurs restaurants. Donc 2 lignes de bus, beaucoup de producteurs aux alentours. Donc cet établissement, il a commencé par un diagnostic réalisé par un BE local, financé à 50% par la ville. Ensuite, suite à ce diagnostic, il a eu la remise d'un rapport avec des recommandations. Donc ces recommandations, elles lui ont permis d'identifier aussi des aides financières applicables, notamment après consultation de la CCI, qui a su le rediriger vers les bonnes aides et les bons dispositifs. Ils ont pu prioriser les actions dans un document collaboratif, donc c'est un document qui partage entre tous les salariés pour que chacun indique euh, quelle action il souhaite faire et quand est-ce qu'il peut la faire. Donc chaque action a été attribuée selon l'engouement des salariés, donc sans avoir aucune obligation, mais purement sur la base du volontariat. Il y a eu ensuite un développement de partenariats avec des agriculteurs locaux et un tri des biodéchets en compost pour le jardin. Une carte des menus qui a été refaite avec moins de propositions de plats, mais de meilleure qualité et notamment une option végétarienne. Puis une organisation d'ateliers de jardinage, de sensibilisation avec les clients et les écoles aussi de temps en temps qui viennent profiter de ces ateliers de sensibilisation, mise en avant dans la presse locale et sur les réseaux sociaux. Et 1 an et demi après, l'établissement a augmenté de 30% sa fréquentation et 60% sa durée de séjour. Donc là, l'établissement, suite à ce diagnostic, a décidé de réaliser plutôt des progrès et des efforts sur la thématique alimentaire, donc l'offre de restauration qui était proposée à la clientèle et la communication et la formation qui allait autour. Euh, Par exemple, c'était beaucoup moins pertinent de travailler sur la partie mobilité parce que le transport en commun n'était pas assez développé dans la ville. Donc on pouvait pas, enfin, ou difficilement encourager l'usage de vélo. Le vélo, il est aussi difficilement praticable car c'est une commune où il y a où la culture de la voiture est très ancrée et s'il y a peu de pistes cyclables, bon, c'est pas forcément quelque chose qu'on va recommander. Donc c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une considération et une visibilité de l'écosystème plutôt que de foncer tête baissée sur les idées préconçues qu'on pourrait avoir parce que parfois on peut être confronté à des freins qu'on n'avait pas forcément prévus initialement. Donc de toute façon, jamais une structure extérieure n'aura une vision plus pertinente de la globalité de votre écosystème que vous. Donc c'est pour ça qu'un diagnostic interne n'est pas forcément incohérent, notamment si vous arrivez à vous poser les bonnes questions et essayer d'aller dans le fond des choses en impliquant toujours l'ensemble de vos parties prenantes. Si on prend un deuxième exemple, donc on a un hôtel petit déjeuner dans une grande métropole avec un directeur et 11 salariés, donc répartis dans le restaurant, les chambres, l'accueil et la nuit. 50 chambres et un taux d'occupation à 75% hors Covid. C'est un réseau qui appartient à un réseau enfin, c'est un hôtel qui appartient à un réseau d'hôtels de 80 établissements. Il a déjà réalisé un bilan carbone il y a 5 ans, mais aucune action n'a été spécialement faite après. Il est situé dans une ville de 300 000 habitants. Il y a beaucoup d'hôtels et de restaurants à proximité. Il y a 2 lignes de tramway qui maillent la ville et aussi 15 lignes de bus. Donc cet établissement, il a bénéficié d'une actualisation du bilan carbone par un chargé de projet RSE Group. Il réalise qu'il a réduit les émissions liées aux consommations d'énergie, notamment grâce à l'installation d'équipements plus performants. Donc, il a pu ainsi communiquer sur les émissions évitées et aussi sur les économies qui ont été faites. Donc ça, l'établissement, il pensait par exemple qu'il n'avait rien fait, mais l'actualisation de ce bilan carbone lui a permis de se rendre compte que 5 ans après, il a réalisé de réelles économies d'énergie grâce à des petits investissements. Il y a une volonté aussi d'agir suite au bilan carbone, d'agir sur la mobilité pour réduire le bilan carbone. Donc, ils ont développé un partenariat avec une entreprise qui propose des vélos partagés. Et ils ont mis en place un service de location de vélos et de VAE. Donc, les VAE, c'est des vélos assistance électrique pour visiter la ville. Donc, ces services de location de vélos sont proposés à la clientèle. Et ils proposent même des réductions et une boisson offerte
pour tous les clients qui viennent en train ou en transport en commun. Donc ça permet on l'a vu aussi en introduction, de limiter leur empreinte carbone en amont pour tous les déplacements des clients et aussi de proposer des réductions pour valoriser un peu les bonnes pratiques et encourager le passage en mobilité douce. Il y a des avantages financiers qui sont proposés ensuite par le loueur de vélo, suite à la mise en avant auprès d'autres hôtels, notamment de son réseau de 80 hôtels. Donc l'établissement gagne, financièrement, suite à la communication autour de ce service de location de vélo. Il y a davantage de pistes cyclables ensuite qui sont ouvertes et de kits de réparation qui sont mis à disposition par la ville parce qu'il y a de plus en plus d'hôtels et d'autres établissements qui commencent à utiliser le même système, donc il y a de plus en plus de vélos qui circulent. Et enfin, donc il y a une réalisation d'un diagnostic plus large, donc avec un partenariat groupe, qui permet de déboucher sur un partenariat groupe de dons alimentaires, donc des restes de repas, avec une association qui a un rayonnement national et qui permet de bénéficier à moindre coût des restes alimentaires des établissements. Donc, on peut le voir aussi comme une boucle et en fait, c'est pas parce que vous avez fini de travailler sur un thème que vous avez totalement fini votre transition et que les efforts sont terminés. Vous pourrez toujours faire mieux et toujours aller plus loin. Donc l'objectif, c'est de pas être, trop ambitieux, car sinon vous allez voir une montagne en face de vous et ne pas avoir le courage de la franchir. Mais surtout de arriver à prioriser dans le temps et toujours, avoir, un coup d'avance pour anticiper l'action ou les actions qui seront mises en place après et essayer de voir un peu plus loin. On peut maintenant montrer quelques autres exemples d'actions sur les autres, thématiques. Donc il y a par exemple la thématique de la transition énergétique. Donc ce que vous pouvez faire, c'est, isoler les combles, donc c'est une action qui est financée aussi, par les C2E. Vous pouvez aussi, réduire, le chauffage et les températures de consigne. Vous pouvez, relever les compteurs, donc pour analyser les consommations en kilowattheures par nuitée, par exemple, programmer en heures creuses, donc c'est ce qu'on appelle faire du délestage. Vous allez utiliser des heures où ça coûte moins cher, où l'électricité coûte moins cher pour consommer. Donc programmer le chauffage des ballons, sur ces créneaux horaires-là. On voit dans certains établissements qui programment le chauffage des ballons d'eau chaude sanitaire à 22 heures, par exemple. Passer en éclairage LED, mettre en place des détecteurs de présence aussi dans les couloirs et dans tous les lieux de passage. Utiliser plutôt des équipements de classe A, favoriser les énergies renouvelables dès que possible, utiliser des bandes de recharge, faire appel à un contrôle centralisé de température, réduire le talent électrique. Tout ça, c'est des sujets de la transition énergétique qui peuvent être menés. C'est impossible de vous faire une liste exhaustive et on aurait pu y passer des heures, voire des jours, mais l'idée, c'est de vous donner aussi quelques éléments d'action, sur cette thématique. Une deuxième catégorie que je voulais mettre en avant, c'était la partie sensibilisation de la clientèle. Donc en mettant en place des supports informatifs, auprès des clients, indiquer le tri des déchets, qu'est-ce que vous en faites et que deviennent les déchets en aval. Mettre en avant les modes doux de transport auprès des clients, en leur proposant des solutions, par exemple, on l'a vu comme un service de location de vélo. Solliciter aussi leur avis sur, vos démarches de transition. Mentionner l'origine des produits sur, vos cartes et vos menus. Proposer une offre variée et aussi, végétarienne. Heu, Développer des activités de sensibilisation, accueillir des producteurs locaux qui vont présenter leur manière de travailler et aussi sensibiliser leurs clients parce que personne de toute façon n'est mieux placé pour présenter son métier que lui-même. Communiquer les informations locales, pour, soutenir, ben, un peu les autres établissements et les autres, efforts locaux et activités qui pourraient être organisés. Mettre en place un système de réduction pour l'engagement de la clientèle. Mettre en place aussi un mot de bienvenue avec des mentions environnementales. Faut pas non plus, hein, noyer la clientèle dans la communication, mais essayer d'avoir, quelques contenus pertinents et assez succincts. Sur une troisième thématique que sont les menus et recettes, donc avoir des achats locaux, favorisés, dans le plus grand nombre, une visibilité sur la provenance des produits, proposer des menus de saison avec des produits biologiques, réutiliser les pertes pour faire, d'autres choses. Par exemple, pour, du pain dur, vous pouvez faire, une levure, vous pouvez faire, des soupes avec des légumes un peu abîmés, mettre en place le don alimentaire, mettre en place un frigo solidaire, à l'entrée de l'établissement. Mettre en place un système de vente à emporter zéro déchet, donc avec des contenants qui peuvent être consignés et ensuite récupérés par l'établissement. Mettre en place un système de pêche durable, pour limiter la surpêche et aussi, les mauvaises pratiques, de la pêche. Éviter l'huile de palme dans les produits que vous proposez et favoriser le fait maison. Donc encore une fois, hein, c'est pas du tout des listes exhaustives et il y a plein d'autres catégories d'actions comme les déchets, l'eau, la mobilité, on l'a vu aussi dans la partie, diagnostic d'entrée.
Mais l'idée, c'est de vous présenter quelques actions sur ces 3 thèmes. Maintenant, si on devait un peu faire une petite prise de recul sur qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce webinaire et que vous pouvez réappliquer dans votre établissement directement. Ça serait plutôt que chaque établissement doit aborder sa transition d'une façon unique, celle qui lui convient le mieux. Faut pas voir l'environnement comme une fatalité, mais plutôt comme une opportunité. Donc essayez un peu de prendre du recul et de regarder les actions qui pourraient le plus vous plaire et qui vous pensez qui bénéficieront le plus à l'établissement. Ensuite, identifiez votre écosystème et qui va être impliqué dans votre transition, les liens que vous avez avec chaque partie prenante, quels impacts vous avez sur eux et quels impacts eux ont sur vous pour déclencher votre transition. Réaliser un diagnostic initial pour identifier les leviers et les champs d'action tout en impliquant l'ensemble de l'équipe. Donc ça permet aussi d'avoir une cohérence au niveau de l'établissement et de s'assurer de dire les mêmes choses. Alors que si vous le faites toute seule dans votre coin et que les 3 quarts de l'équipe ne sont pas au courant que ce diagnostic est réalisé, c'est plus difficile de motiver les troupes et d'avoir des efforts assez rapides. Prioriser, mesurer et capitaliser les actions menées dans l'établissement. Donc ça, c'est plutôt pour la partie suivi et capitalisation. Donc encore une fois, chaque établissement le fait comme il veut. C'est bien par contre d'avoir un document ou un suivi à un endroit ciblé. Et chaque action peut aussi être menée d'une manière différente. Donc il n'y a pas une bonne manière de mettre en place le tri des déchets, mais il y en a une infinité. Chaque établissement a encore une fois des partenaires et des opportunités qui sont uniques. Donc bénéficiez des partenariats locaux que vous pouvez développer et mettez en place l'action comme vous semble. Et même si vous vous rendez compte que 3 mois après cette action n'a pas été mise en place de la manière plus optimale, rien ne vous empêche de faire machine arrière et d'imaginer un nouveau système. Valoriser les efforts réalisés à la fois en interne, féliciter les salariés, les collaborateurs qui ont mis en place de belles actions et de beaux projets, et aussi en externe, auprès de votre clientèle et de vos différentes parties prenantes, et sensibiliser de manière large pour être exemplaire. Donc cette volonté d'être exemplaire, ça vous permet de sensibiliser on a vu les dizaines de millions de personnes qui peuvent fréquenter vos établissements, pour inspirer aussi une réelle volonté de changer les modes de comportement. Donc si j'avais un dernier conseil à vous donner, ça serait de prendre plaisir dans les projets que vous pouvez mener autour de la transition énergétique et écologique. C'est pas du tout être quelque chose qui est censé être déprimant, c'est censé être quelque chose qui vous apporte notamment un nouvel œil sur le métier pour aborder de nouveaux changements de la meilleure manière possible. Donc merci à tous en tout cas d'avoir assisté à ce webinaire. Je vais prendre quelques questions, quelques temps pour regarder s'il y a des questions dans le chat. Si vous pouvez les ajouter au fur et à mesure, et si jamais vous avez d'autres questions ou d'autres interrogations, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse mail qui est écrite en bas de cette présentation. Et encore une fois, le webinaire sera disponible sur notre site web d'ici quelques jours. Alors, le décret tertiaire, donc le décret tertiaire, pour rappel, c'est une obligation uniquement pour les établissements qui ont plus de 1000 m² de surface, donc établissements à surface tertiaire, de réduire les consommations d'énergie, donc de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050, par rapport à une année de référence entre 2010 et 2019. Donc les C2E, c'est un moyen de faire des économies d'énergie en le finançant par des dispositifs et en respectant les échéances du décret tertiaire. Donc pour ça, vous avez une plateforme Opéra de l'ADEME qui vous permet de saisir l'ensemble des données du décret tertiaire et de vérifier que vous êtes bien dans les clous au niveau de la courbe de réduction des consommations d'énergie. Bah, parfait, je vois qu'il y en a qui sont bien engagés sur les différents dispositifs que j'ai présentés. Alors un système ISO 14001, on peut vous le recommander, c'est parfois très complexe et beaucoup de longueur. C'est un système qui de toute façon, tout ce qui est normes ISO, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Donc dans des établissements de votre taille, je pense que c'est pas forcément pertinent dans un premier temps si c'est des sujets sur lesquels vous avez jamais réfléchi. C'est bien plutôt de commencer à mettre des actions progressivement en place et d'avoir une ligne de conduite sur les efforts que vous menez, mais c'est pas forcément la première chose qui va être recommandée de se diriger vers une norme ISO, si c'est des sujets sur lesquels vous n'êtes pas encore assez mature. Oui, le guide de l'ADEME, tout à fait. Il y a aussi une publication de l'ADEME sur le bilan de l'impact environnemental du tourisme. Donc je vous recommande vivement de la regarder. Merci beaucoup Fanny, merci à tous. Je vais rester encore ici quelques instants. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas sur le chat. Et sinon, je vous souhaite à tous une bonne journée et un très bon week-end.